Aujourd'hui, on va parler de schème. On va définir qu'est-ce que c'est qu'un schème, puisque c'est ce terme qu'on utilise encore et encore en IMP. On dit en IMP que les réflexes archaïques sont des schèmes, que les réflexes posturaux sont des schèmes, qu'il y a d'autres types de schèmes. Donc il nous faut approfondir ce concept de schème. Alors la première fois que j'ai entendu parler de ce terme de schème, j'étais hyper content. C'est dans un livre d'une danseuse qui s'appelle Bonnie Benbridge Cohen. Et en fait, parce que ce livre s'appelle en français Sentir, ressentir et agir. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. C'était pour moi un livre fondateur dans la création de l'IMP. Et bien avant qu'il existe d'autres livres sur le sujet des réflexes, c'est véritablement le premier livre qui parlait des réflexes en langue française. Et en fait, ce sont les traducteurs qui ont utilisé le terme schème, parce que dans la version anglaise, américaine, Bonnie Benbridge Cohen, elle utilise le terme pattern. C'est très bizarre, il pleut, mais il n'y a pas de nuages. Les nuages est loin, mais le vent doit apporter la pluie. Alors c'est pas du tout prévu, il y a du soleil, mais en même temps je me prends la pluie. Je voudrais m'éloigner du nuage, mais visiblement c'est pas possible. C'est les traducteurs qui ont utilisé le mot schème et ils expliquent dans le bouquin, il y a une note de bas de page quelque part, que schème c'est comme un schéma, mais pour parler de quelque chose de corporel. Le pattern en anglais, il se traduit ici dans ce contexte très précis par schème. C'est la première fois que je vois cette traduction, mais en général on utilise le mot patron, modèle. Souvent ça qui est employé. Un schème c'est un patron, c'est un modèle. Ça peut être une structure. Et quand j'ai vu ce truc schème, j'ai trouvé ça génial. Mais en fait, quelqu'un avait déjà employé ce mot en français. Je suppose que les traducteurs se sont basés là-dessus. C'est le fameux Jean Piaget, le grand spécialiste d'études des enfants suisse. Et là, j'ai une définition de Piaget que j'ai trouvée sur discopsy.com, discopsy.com. Ils ont un dictionnaire de psychologie générale, et dans ce dictionnaire de psychologie, il y a le mot schème qui est repris. Donc je vais vous donner cette définition dès que je me serai éloigné des voitures. Et puis on parlera des différents schèmes. Comment on peut concevoir les schèmes au-delà du travail que nous proposons sur les réflexes, quoi. Et c'est une notion très riche. Donc un schème est une action organisée, structurée et généralisable d'une situation à l'autre. Donc ça c'est intéressant, ça nous dit bien que c'est un patron. Une fois que j'ai ce patron-là, je vais pouvoir l'utiliser dans une autre situation. C'est ce que nous on appelle l'intégration dans l'ensemble de la motricité du corps. Le terme s'applique aussi bien aux actions sensorimotrices. Désolé pour les voitures. On parle alors de schèmes sensorimoteurs qu'aux actions intériorisées, ce que Piaget appelle les opérations. Donc vous voyez, un schème, ça peut être quelque chose de corporel ou quelque chose de mental. Jean Piaget, l'auteur ayant le plus développé et utilisé la notion de schème, appelait schème les ensembles organisés de mouvements ou d'opérations. Donc pour Piaget, déjà, un des plus grands spécialistes mondiaux du développement de l'enfant, tous les enseignants, tous les orthophonistes, tous les psychomotes, toutes les ergothérapeutes, tous les kinés, tout le monde, quand il fait ses études, apprend Piaget. Donc Piaget, il dit bien qu'un schème, c'est psychomoteur. Ça peut être soit sensorimoteur, soit une opération, donc une action cognitive. Donc déjà, dans la définition de Piaget, c'est pris dans les deux sens du terme. Le jeune enfant dispose par exemple de schèmes moteurs, prendre, tirer, pousser, sucer, etc. Tandis que l'enfant ayant atteint le stade des opérations concrètes, c'est quoi tous ces bruits qu'il y a aujourd'hui? Une grosse machine
de la mairie, je suppose, qui nettoie la route. Alors, le jeune enfant dispose par exemple de schèmes moteurs, prendre, tirer, pousser, sucer, tandis que l'enfant ayant atteint le stade des opérations concrètes dispose en plus de schèmes opératoires comme classer, sérier, dénombrer, mesurer, qu'il acquiert et développe peu à peu. Notons que les schèmes primaires ont la faculté de s'assembler et de s'organiser en vue d'un but qui sera atteint par la mise en œuvre d'un schème global, dit secondaire et principal, résultant de l'assemblage des précédents. Oui, là, déjà, on a une notion qui revient à cette dénomination de Bonnie Bellbridge-Cohen quand elle parle des réflexes comme l'alphabet du mouvement. L'alphabet, ce sont des lettres. Ces lettres, je vais ensuite les combiner pour faire des mots. Ces mots, je vais les combiner pour faire des phrases. Ces phrases, je vais les combiner pour faire des poèmes, etc. Donc ça, c'est extraordinaire. Les schèmes se combinent les uns aux autres. En IMP, une de nos enseignantes, qui s'appelle Annick Winken, nous a évoqué la première fois cette idée de métaschème. Elle est psychomotricienne et logopède en Belgique, c'est donc orthophoniste, l'équivalent d'orthophonie chez nous. Et elle est prof d'IMP. Et c'est elle la première fois qui nous a parlé de métaschème, c'est-à-dire comment ces petits schèmes tout simples que sont les réflexes se combinent pour une action organisée plus grande. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et donc on a développé ça en IMP, le métaschème de la réputation, le métaschème de la marche, le métaschème de la mise à la bouche, le métaschème de la naissance, et il y en a d'autres. Alors je continue la définition. Donc les schèmes peuvent se combiner ensemble pour faire des schèmes, eux, ils appellent global ou secondaires, bref. Il existe également des schèmes réflexes innés et opérationnels dès la naissance. C'est pas moi, hein, ça c'est pas moi. C'est la définition de dictionnaire de psychologie générale sur dicopsy.com. Pardon. Il existe également des schèmes réflexes innés et opérationnels dès la naissance. Les cris du nourrisson sont réflexes. Les cris du nourrisson sont réflexes d'agripper le pouce qu'on lui donne, sont des exemples de schèmes réflexes. Ce sont ces schèmes réflexes qui, en se perfectionnant grâce à leur plasticité, donnent naissance aux schèmes sensorimoteurs. Cet article a été rédigé par Jérôme Comino sur ce dictionnaire. Donc, ce schème réflexe donne naissance aux schèmes sensorimoteurs. Et on l'a vu plus haut, les schèmes sensorimoteurs donnent accès aux opérations de Piaget, c'est-à-dire à des schèmes cognitifs, mentaux. Donc on peut imaginer, c'est comme une pyramide. Il y a les schèmes réflexes en bas, les schèmes sensorimoteurs au-dessus, les schèmes opératoires encore au-dessus. Donc il faut pouvoir travailler à tous les niveaux. On peut dire en quelque sorte que nous travaillons au niveau des schèmes réflexes, les psychomotes au niveau des schèmes sensorimoteurs, et les orthophonistes au niveau du schème des opérations. Et l'un n'est pas mieux que l'autre. Si ça va bien au niveau réflexe, mais pas au niveau sensorimoteur, je serais gêné dans mes opérations, et vice-versa. Donc il faut pouvoir travailler à tous les niveaux, il faut connaître des techniques pour travailler à tous les niveaux, il faut aborder les enfants, les adultes, les personnes âgées, les sportifs, peu importe avec qui on travaille, à tous les niveaux. Donc par exemple, je pense à un coach sportif, il est intéressant qu'il connaisse les schèmes à réflexes, le travail sensorimoteur, et évidemment tout ce qui est préparation mentale, visualisation et tout, les opérations. Donc vous voyez, nous, on n'a pas réinventé la roue. Hein. Tout ce qu'on enseigne en IMP est basé sur des connaissances scientifiques sérieuses, établies depuis des décennies, à moins que vous vouliez remettre en question Piaget, etc. Mais là, je vous laisse faire votre croisade. Donc c'est génial. Alors maintenant, il y a justement, je viens de parler de coach, il y a un spécialiste du mouvement, s'appelle Todd Hargrove, qui a écrit plusieurs livres et un site internet en anglais. Entre autres, il a écrit un livre qui s'appelle Guide to Better Movement, un guide pour le meilleur mouvement. Et il reprend la notion de schème, évidemment en anglais, pattern. Et il dit que
les schèmes, c'est ce qui organise nos cartes cérébrales. Ça, c'est intéressant. Évidemment, on va créer des cartes cérébrales au niveau des opérations. Ces cartes cérébrales, elles sont basées sur des schèmes. Madame. Et il dit, il y a 4 types d'objectifs moteurs liés à 4 sortes d'altérations de cartes cérébrales. Ça, là, ce dont je suis en train de vous parler, ça fait partie du programme de l'alphabet du mouvement, qui est le premier séminaire en IMP. Alors, il dit, premier type de schème, les schèmes, donc les patrons, les structures, permettant de construire une nouvelle habitude. Ça, c'est intéressant. Comment je mets en place une nouvelle habitude? Dans la vie, il est très important de savoir créer une nouvelle habitude. Un nouvel apprentissage, une nouvelle façon de vivre. C'est pas évident, hein, on prend des décisions, on doit créer une nouvelle habitude, c'est hyper important. Et pourtant, quand on était bébé, quand nous étions bébés, nous avons créé plein de nouvelles habitudes. Nous avons acquis, nous avons appris, nous avons mis en place plein de nouvelles habitudes. Certaines de ces habitudes sont encore présentes aujourd'hui et restent tout au long de notre vie, que ce soit la manière de manger, de bouger, d'aller aux toilettes, que ce soit comment on se brosse les dents, hein, pour parler de choses comme ça, comment on analyse notre environnement, comment on réfléchit, comment on pense. On a créé des habitudes, ma manière de faire est différente de votre manière de faire. On a tous pris des habitudes mentales, motrices, sensorielles différentes. On a créé des cartes mentales basées sur des habitudes qu'on a mis en place encore et encore et que nos parents nous ont enseignées. Va te brosser les dents jusqu'à temps que jour après jour, ça devienne une nouvelle habitude. Et puis, évidemment, des choses qui nous intéressent beaucoup, c'est faire des choses qui nous font du bien, mettre en place des choses qu'on sait qui sont bonnes pour nous. Là, par exemple, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais depuis le mois d'octobre, septembre-octobre, je mets en place un nouveau programme avec des entraînements sportifs, on va dire, tous les jours. Donc 1 heure par jour, tous les jours de la semaine, dimanche compris. Pour l'instant, ça se fait nickel. J'ai réussi à mettre en place des stratégies pour créer cette nouvelle habitude dans ma vie. Par exemple, ce matin, je peux vous dire que il se trouve que hier, je me suis blessé au systéma. J'ai reçu un mauvais coup dans les côtes et je dois avoir, je sais pas, en tout cas, j'ai des douleurs au niveau des côtes. Et du coup, j'ai pas pu dormir cette nuit parce que je me retournais, ça avait mal, ça me réveillait dès que je m'endormais et puis que je bougeais un peu, ça me faisait mal aux côtes, ça me réveillait. Du coup, au bout d'un moment, je me suis levé à 3 h du matin puis j'ai travaillé. Donc ce matin, je peux vous dire que tout ce que j'avais envie de faire, c'est certainement pas d'aller faire ma promenade et de faire ce podcast. J'avais envie de prendre un bain chaud, de paresser, vous voyez, ce genre de choses. Mais non, parce que j'ai tout de suite réfléchi à comment je vais me sentir après et comment va se passer le reste de ma journée et comment va se passer la nuit suivante. Je sais que la nuit se conditionne par le fait que le matin, on bouge, on fait du sport et on voit la lumière du jour. Donc, en pensant aux bénéfices que je vais retirer de ma nouvelle habitude, j'ai plutôt fait ma nouvelle habitude que d'aller paresser, de prendre un bain chaud, etc. Donc, premier type de schème, premier type de carte mentale créée par les schèmes qui permettent de construire une nouvelle habitude. Et vous allez voir, le reste est tout à l'avenant. Deuxièmement, les schèmes permettant de maintenir une nouvelle habitude. Donc là, ce dont je viens de parler, mon exemple pour aujourd'hui, c'est de ça dont on parle. C'est activation de cartes. Donc la première chose, c'est création de cartes cérébrales. Là, c'est activation de ma carte cérébrale par des stratégies ici mentales que je me suis mis en place. 3. Les schèmes permettant de retrouver une habitude perdue. Réparation de vieilles cartes. Ça, c'est hyper important. Pour me motiver à refaire ces choses-là, de faire du sport tous les jours, des activités tous les jours. Là, je fais de la marche et puis après, je vais faire la natation. J'ai 1h15 de natation aujourd'hui, prévu à mon programme en tout cas. Au début, je me suis dit, ah non, Paul, t'es pas sportif, tu passes de 0, tu veux passer de 0 à un entraînement par jour. Ça va pas être possible, t'es pas sportif et tout. Commence la petite voix négative qui apparaît. Et puis après, j'ai dit, non, attends. À la base,
tu es un bon sportif. À la base, quand tu étais bébé, tu bougeais tous les jours. À la base, quand tu étais ado, tu faisais de la piscine plusieurs fois par semaine. Tu étais moniteur de ski, tu étais moniteur de planche à voile. Tu étais un bon sportif quand tu étais jeune. Et si vous discutez avec ma mère, je dis « Ah, Paul, c'est un super sportif !» Et là, quand je lui ai dit, hier, elle est venue me voir ou avant-hier, faire une petite visite inopinée, et elle a dit bah ouais, même tu avais passé ton brevet de surveillant de baignade en natation et tout, bah c'est pas le truc le plus facile forcément, et puis ton truc de machin et tout. Bah oui, j'étais un bon sportif. Si vous demandez à ma mère, à la base, je suis un bon sportif. Oui, une petite interruption de quelques années. Mais donc, je me suis dit, attends, il s'agit pas de créer quelque chose à partir de rien, il s'agit de réactiver des patterns que j'ai eus pendant des années et des années et des années, et toute mon enfance et toute mon adolescence et tout mon âge jusqu'à 20 et quelques années, comme beaucoup d'adultes, jusqu'à temps que le travail prenne le dessus et les enfants, et que c'est difficile de gérer travail plus enfant, plus prendre soin de soi, le sport et tout, et que on abandonne certaines choses. On ne peut pas abandonner les enfants, on ne peut pas abandonner le travail. C'est pas évident de savoir, les gens arrivent à le faire. J'ai pas su le faire dans ma période 30-40 ans, ça a été difficile. J'ai fait des trucs, j'ai continué à faire des activités un petit peu ici ou là, j'avais une vie active, mais voilà. Donc vous voyez, moi, j'ai réactivé des schèmes permettant de retrouver une habitude perdue. Donc réparation de vieilles cartes. Et enfin, peut-être tout aussi important que les autres, les schèmes permettant de sortir d'une habitude mauvaise. Vous voyez, on a tous des mauvaises habitudes. J'ai entendu hier une émission sur comment arrêter de scroller. Les mauvaises habitudes qu'on prend à regarder les réseaux sociaux, à passer plusieurs heures par jour derrière notre téléphone ou devant notre téléphone. Ça, c'est les mauvaises habitudes. Donc, comment faire pour se débarrasser des mauvaises habitudes? Donc, il y a des stratégies très importantes à mettre en place. Des trucs à connaître. Par exemple, aller ranger son téléphone le soir dans sa boîte aux lettres. Oui, c'est pas une blague. Dans sa boîte aux lettres, en bas de l'immeuble ou au bout du jardin. Donc, quand vous voulez récupérer votre téléphone, le matin en partant, vous récupérez votre téléphone. Mais il n'est pas chez vous le soir, il n'est pas chez vous. Vous le mettez dans la boîte aux lettres quand vous arrivez rentrer du boulot et vous le reprenez quand vous partez au boulot. Par exemple, moi je le mets dans une pochette qu'on vend, c'est une pochette Faraday, il est tout le temps là, où j'ai une habitude pour ne surtout pas être tenté de regarder mon téléphone quand je suis au volant. Je range mon sac dans lequel il y a mon téléphone qui est dans une pochette Faraday, dans le coffre de la voiture. Donc là, le téléphone, il ne peut pas sonner, il est dans une pochette de Faraday qui est dans un sac qui est dans le coffre. Donc il n'y a aucune chance pour que je puisse le regarder quand je conduis. Peu importe le trajet. Ça, c'est parce que je dois lutter contre la puissance des algorithmes qui veulent hacker notre cerveau, qui veulent pirater notre cerveau pour nous rendre dépendants de nos téléphones. Donc il y a des stratégies comme ça à mettre en place pour lutter contre de mauvaises habitudes. Donc pour lutter contre sortir de mauvaises habitudes, ça c'est très important. Donc là, ce Todd Hargrove, il nous dit, en quelque sorte, acquérir une compétence dans une tâche donnée implique d'accomplir de manière plus automatisée et efficace et d'en transférer la responsabilité motrice depuis les centres supérieurs du cerveau vers les centres inférieurs. Quand on parle d'habitude, on parle d'automatisme, on parle donc de réflexe. Une habitude ne peut pas être un truc lié à la volonté. Si c'est la volonté, on en a une certaine dose par jour, on en a une certaine dose par semaine, et au bout d'un moment, tout tombe par terre. Ça ne peut pas être la volonté. Vous avez résisté au paquet de gâteaux à la pause de 10h30 du matin, vous avez résisté au dessert à midi, au goûter, vous avez résisté à la machine, au bar chocolaté, et puis vous rentrez le soir, et là, vous passez devant la boulangerie et crac, ma volonté le soir n'en peut plus. J'ai lutté avec la volonté, ça va pas marcher longtemps. Même chose pour le sport, si je me force à faire des trucs et que c'est pas dans des automatismes, je vais réussir à faire 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, parfois 1 mois, et puis fin septembre, début octobre, mi-octobre, les salles de gym sont vides parce que la volonté a chuté. Même chose pour les régimes, même chose pour tout.
On ne peut pas faire les choses à la force de la volonté. La volonté, c'est très très bien, mais ça ne fonctionne que pour un temps très court, minime, une situation de stress, une urgence. Je ne dis pas qu'il ne faut pas développer sa volonté et tout, et ça se développe, et il y a des exercices à faire pour ça, bien sûr. Mais je ne peux pas lutter toute la journée, et jour après jour après jour, je finis par craquer à un moment donné. Dans un monde qui veut solliciter en permanence mes instincts les plus bas et où c'est très difficile. C'est le cas typique des supermarchés, où si par le plus grand des hasards, vous avez réussi à résister à toutes les tentations dans le supermarché, au moment où vous faites la queue, vous avez résisté pendant 1 heure à toutes les sollicitations à l'intérieur du magasin, et là en faisant la queue, alors que vous êtes détendu, presque arrivé au bout du parcours du combattant, il y a ces petits trucs là juste devant vous à la caisse, et un geste d'une demi-seconde de prendre la barre chocolatée et de la poser sur le tapis roulant, et paf! Ils le savent très bien. Et si vous avez une volonté de faire et que vous avez résisté, dans le couloir en sortant du supermarché, il y a la boulangerie qui appartient au supermarché, que vous croyez que c'est un petit artisan, mais non, ça appartient au même, et vous avez résisté dans le supermarché. Et là, l'odeur de la pâtisserie ou du pain fait que vous allez craquer. C'est fait pour, bien entendu. Et donc, qui on est pour résister à ça ou aux algorithmes des réseaux sociaux? On ne peut pas. Donc il nous dit ça, pour acquérir une tâche donnée, il faut les passer des centres supérieurs aux centres inférieurs. Il faut que ça devienne une habitude. Alors oui, ça demande de la répétition, c'est comme la lecture, l'écriture. On a répété encore et encore et encore, et aujourd'hui c'est devenu réflexe. Si vous mettez un mot, en français bien entendu, devant mes yeux, je ne peux pas ne pas le lire. La lecture est devenue un réflexe automatique. Comme parler, comme marcher, comme faire du vélo, comme faire toutes les tâches que vous faites dans la vie quotidienne, c'est devenu automatique. Pour apprendre à danser, il faut répéter et répéter les pas. Et à un moment donné, le pas est automatique et vous pouvez discuter avec votre partenaire, profiter, et vos jambes et vos bras font par miracle tout seul la danse. Si vous avez appris à jouer de la musique, c'est mon cas pour très très mal la guitare, je ne sais pas comment faire des accords de do, de ré et de mi, mais mes doigts le savent, mes doigts le font automatiquement. Je n'ai aucune idée de comment il faut faire. Si vous me demandez comment il faut faire un accord de mi, il faut que je prenne une guitare, que je mette mes doigts sur le manche et que je regarde les doigts et je vous dis tel doigt, telle corde. Mais là, comme ça, je n'ai aucune idée. Mais mon corps, il sait, de manière réflexe. C'est plus dans mes centres supérieurs du cerveau. Ça, c'est automatisé. Par ailleurs, le développement moteur durant l'enfance est un processus par lequel les centres supérieurs inhibent les réflexes primitifs logés dans les aires inférieures afin de permettre que les réactions aux stimuli soient plus variées. Yes! Tout mouvement volontaire est basé sur un mouvement involontaire réflexe que je dois inhiber pour justement accéder à ça. C'est bien pour ça qu'on parle de schème, de pattern, de modèle, de structure. Cette structure basique va permettre de créer des structures plus complexes et je vais devoir abandonner cette structure basique. C'est le but premier de l'IMP. Qu'est-ce qu'on fait quand les gens viennent nous voir en IMP? Fixer un objectif. Quelle est la compétence que je veux mettre en place? Quelle nouvelle carte je veux créer? Est-ce que c'est créer une nouvelle carte? Maintenir une ancienne carte? Retrouver une vieille carte que j'ai mis de côté? Ou abandonner une ancienne carte qui n'est plus utile? C'est la première chose qu'on fait en IMP. On appelle ça fixer un objectif. Ensuite, on va regarder qu'est-ce qu'il en est de mes patterns, de mes schèmes primitifs. Et on va faire tout ce qu'on fait en IMP pour les intégrer, pour que les stimuli soient plus variés, qu'on accède au centre supérieur. Pour compliquer les choses, je continue la définition, le texte de Tom Hargrove. J'ai pris pour aller me balader juste une page d'un manuel de cours, une seule page. Pour compliquer les choses, les commandes motrices originées dans le cerveau à partir des programmes acquis sont modifiées par l'arrivée des informations sensorielles au niveau de la colonne vertébrale, afin qu'elle soit plus réactive aux conditions changeantes de l'environnement. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette phrase un peu compliquée? Les commandes motrices sont modifiées par les informations sensorielles. Les réflexes ont une entrée sensorielle, visuelle, auditive, vestibulaire, tactile, proprioceptive. Ces informations sensorielles vont faire agir les réflexes, qui vont créer des cartes mentales, qui vont créer des méga cartes mentales qui permettent les opérations. Donc on a bien là cette triple chose dont on disait schème réflexe, schème sensorimoteur, on vient de dire le sensoriel là, et opération.
donc schème cognitif. C'est majeur parce que, en fait, ça veut dire que on ne peut pas se contenter de travailler les réflexes comme certains le font, de chercher à inhiber les réflexes coûte que coûte, si on ne travaille pas sur l'aspect sensoriel. Donc il faut, dans les techniques d'approche qu'on va utiliser, du sensorimoteur. Il faut des techniques et des moyens de travailler au niveau visuel, au niveau auditif, au niveau tactile, au niveau proprioceptif, au niveau vestibulaire. Parce que c'est par ces informations sensorielles que les réflexes agissent et qui vont affecter les opérations. Donc c'est pourquoi l'IMP ne s'appelle pas méthode d'inhibition des réflexes, l'IMP s'appelle intégration motrice ou sensorimotrice primordiale. On va travailler au niveau du corps, et travailler au niveau du corps, ça implique les yeux, les oreilles, les mains, les pieds, le système vestibulaire, les 5 sens, le système vestibulaire proprioceptif tactile, mais aussi travailler sur la latéralisation, travailler sur la respiration, travailler sur la marche, travailler sur, évidemment, les réflexes, travailler sur tout un tas de choses. Donc là, j'ai terminé les citations de ces personnes, hein, vous voyez. Alors là, j'ai créé une phrase de bric et de broc, c'est juste pour rigoler. Parce que vous savez qu'en IMP, les différents stages portent un petit nom. J'ai donné un joli petit nom. Donc, le premier stage s'appelle l'alphabet du mouvement, puis c'est connexion primordiale, puis c'est la kinésphère, puis c'est né pour aimer. Alors, maintenant, ça ne s'appelle plus né pour aimer, mais vous allez voir, ça ne change rien. J'ai écrit une petite phrase, j'ai mis en IMP, nous pensons que notre ADN, que notre ADN s'exprime via des schèmes psychosensorimoteurs et fournissent notre ADM, notre alphabet du mouvement. Cet alphabet du mouvement va créer des connexions primordiales pour simultanément construire notre kinésphère. La kinésphère, c'est l'ensemble de nos possibilités motrices permettant de faire toutes nos actions, dont se nourrir et se reproduire, et de nous attacher et aimer, né pour aimer. Donc là, j'ai cité dans une phrase tous les stages d'IMP. Bon, c'est un peu construit comme ça intellectuellement, mais c'est ça qu'on fait. À travers l'alphabet du mouvement que sont les réflexes, on crée des connexions primordiales. Ces connexions primordiales permettent de me donner plus de possibilités d'interagir avec mon environnement. C'est la kinésphère, dans laquelle on voit les réflexes de vie, entre autres choses. Et tout ça fait qu'on est plus capable de s'attacher, d'aimer, d'interagir avec les autres, d'apprendre, etc. Donc voilà, je voulais vous parler un petit peu de ces schèmes sensorimoteurs. D'un point de vue des réflexes, on a les schèmes réflexes archaïques et les schèmes réflexes de vie. Voilà, l'un va passer les commandes à l'autre. Moi, j'ai parlé de ça plein de fois dans ce podcast. Je voulais juste revenir aujourd'hui sur d'où vient cette notion de schème. Je l'ai d'abord entendu pour la première fois de manière conceptuelle dans les travaux de Bonnie Bainbridge-Cohen, puis dans les travaux de Piaget, et voilà, et puis chez d'autres auteurs après. J'espère que ce podcast a suscité un certain intérêt. Ce dont il faut retenir, c'est que c'est comme une pyramide avec différents niveaux et qu'on a besoin d'interagir à tous les niveaux. C'est ce qu'on fait en IMP. Et la base, c'est les réflexes. Ça veut pas dire que ça fait tout, mais c'est la base. Et il faut connaître cette base, qu'on soit coach sportif, psychomote, psy, orthophoniste, quel que soit votre métier. Le fait de connaître cette base, éducateur, enseignant, va vous aider énormément à comprendre les choses et à pouvoir agir plus efficacement. Je vous souhaite une très bonne journée.